moi je vais enchaîner très rapidement sur un fait d'actualité. Je vais assez peu parler de Soros même, me concernant. Je vais parler d'un certain nombre de personnages qui gravitent autour de lui, qui sont dans sa galaxie, ou qui ont des idées à peu près similaires aux siennes, bon, qui ne sont pas exactement, on va dire, des vassaux de l'Empire Soros, mais qui ont des activités qui ressemblent très étrangement aux siennes. Voilà. Alors, sur le fait d'actualité dont je voulais vous parler, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis pendant la campagne des primaires. Vous avez dû tous voir ça, ces manifestations et ces mouvements anti-Trump lors de certains rassemblements du candidat potentiel du Parti républicain. Notamment, ça s'est passé à Chicago, à Dayton et à Cleveland. Des affrontements sans précédent dans cette campagne. La police va mettre plusieurs heures à faire revenir le calme à l'intérieur et autour du campus universitaire. Des dizaines d'arrestations dans les deux camps, des blessés même dans les rangs des forces de l'ordre. Et ce matin, une question: qui est responsable? Donald Trump accuse des agitateurs professionnels, mais même chez les républicains, c'est le candidat qui est pointé du doigt, accusé d'exacerber les tensions. C'est dans ces trois grandes villes qu'il y a eu surtout des heurts et des altercations entre les partisans de Donald Trump et un certain nombre de mouvements que je vais vous égrener ici, et vous allez voir en fait quel est le rapport avec notre conférence d'aujourd'hui. Un des mouvements en fait qui a été au cœur de ces manifestations anti-Trump s'appelle MoveOn, MoveOn.org. MoveOn en fait se présente officiellement comme soutien de Bernie Sanders. Je dis bien officiellement. MoveOn est connu en fait aux États-Unis, c'est sourcé très largement, c'est commenté, c'est connu, comme une vitrine d'activistes proches de Soros. Et Soros, c'est un secret de polichinelle, soutient Hillary Clinton. Alors vous allez me dire pourquoi MoveOn se présente comme soutien de Bernie Sanders, crée la polémique, va déstabiliser les rassemblements et les organisations de Donald Trump. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et d'enquêtes qui ont été faites aux États-Unis. C'est que 80% des électeurs de Bernie Sanders, d'après certaines enquêtes et certains sondages, ont annoncé qu'en cas de duel Trump-Clinton, ils voteraient Trump. Donc en fait, MoveOn a été envoyé pour faire le coup de poing, parce que c'est clairement ça qui s'est passé, ça n'a pas été simplement des manifestations pacifiques et amicales en brandissant des pancartes, où on voyait d'ailleurs très clairement c'était volontaire, Support Bernie ou A Future to Believe in, le fameux slogan de campagne de Bernie. Et en fait, derrière MoveOn, comme je vous le disais, donc il y a Soros, et le but c'est surtout qu'une cassure se fasse entre des électorats qui sont finalement assez proches, c'est-à-dire celui de Sanders et celui de Trump. Et MoveOn donc est mis en avant dans ce processus qui vise à provoquer et créer une fracture entre les partisans de Sanders et les partisans de Trump, qui ont pourtant énormément en commun, sur de nombreux points, y compris sur le plan sociologique. Le lièvre a quand même été élevé par un homme qui s'appelle Roger Stone, qui est un politologue, c'est un brillant enquêteur en fait du Parti républicain, qui a dit voilà, j'ai des désaccords avec Bernie Sanders, etc., on n'est pas du tout du même bord, mais c'est un homme respectable, et je sais qu'en fait il n'est pas derrière ces organisations et ces protestations. C'est MoveOn c'est Soros. Soros soutient la campagne d'Hillary Clinton, donc en fait c'est le duo, c'est le tandem Soros-Clinton qui est derrière ces rixes qui ont été organisés de façon méthodique. Donc il y a MoveOn, mais MoveOn n'a pas été le seul mouvement sorosien en fait dans cette tentative de déstabilisation de Donald Trump. Il y a un autre groupe qui s'appelle Media Matters for America, dont le fondateur s'appelle David Brock, et David Brock, en fait, se défend toujours d'être un proche de Soros. Sauf que, là encore, c'est très largement sourcé, il y a des sources ouvertes comme des sources fermées qui ont prouvé que Brock était un proche de Soros. De plus, 10%, alors je crois que Brock n'a reconnu que 10% des dons et de l'argent qui a été fourni à Media Matters for America venait directement des poches de George Soros. Sauf que d'autres organismes et d'autres fondations
qui ont envoyé de l'argent à Media Matters for America, et je vais vous les citer. Ça s'appelle Tides Foundation, Ouais. voilà, Center for American Progress, MoveOn.org et Democracy Alliance, dont vous a parlé il y a quelques instants Thibaut. Sachant que le second rapport dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui a été fait contre Halliburton, a été fait par... c'était une émanation du Tides Center de la Tides Foundation. Qui Voilà. a reçu, le Tides Center a reçu 3 financements de Soros, et la Tides Foundation a reçu aussi 3 financements de Soros. Donc voilà, il n'y a eu que 10% d'engagement financier direct de Soros pour Media Matters for America, mais si on défile la plotte, bah on retrouve encore le même principe que ce que vous avez évoqué tout à l'heure Thibaut, c'est-à-dire le principe de la toile d'araignée. C'est-à-dire que Soros fait agir ces différents organismes et ces différentes fondations pour organiser un mouvement on va dire de subversion, tout simplement. En fait, voilà, Soros est un spécialiste de la subversion. Donc derrière MoveOn, il y a un personnage qui s'appelle Ilya Sheyman également, qui est également un proche de Soros. Et enfin, il y a 2 autres mouvements. Un que vous avez sûrement vu ces derniers mois aux États-Unis, qui a participé notamment au... On peut parler d'émeute raciale, il n'y a pas d'autre mot, qui s'appelle Black Lives Matter. Et Black Lives Matter, en fait, c'est lié à toutes ces affaires en fait où on a dénoncé la violence policière aux États-Unis et qui a coûté la vie ou qui a grièvement blessé de nombreux Afro-Américains. Et Black Lives Matter est, alors là c'est pareil, il faut faire un certain nombre de recherches, recouper, etc. Un mouvement où, quand on arrive au bout du fil, c'est comme pour Welcome to Europe, on trouve George Soros. Donc en fait, il y en a déjà 2. Donc comme je vous disais, Media Matters for America, MoveOn, dont eux, cet objectif, c'est sourcé, c'est certain, c'est sûr, c'est fiché, c'est classé. On a Soros, et on a un autre, dont, on va dire, un certain nombre de plus que de forts soupçons, ramène encore à Soros, qui est Black Lives Matter. Et enfin, le dernier, et là, Soros s'est déjà exprimé dessus, il l'a déjà soutenu, c'est le National Partnership for New Americans, et alors ça, c'est un partenariat, une fondation, en fait, qui pousse les latinos à se naturaliser en urgence. Donc évidemment, un électorat qui sera plutôt hostile à Trump en raison des déclarations qu'il a faites notamment vis-à-vis du Mexique, vis-à-vis des Chicanos et son fameux projet de mur le long de la frontière américano-mexicaine. Donc en fait, derrière la candidature Trump, bon, on va dire c'est un réflexe de survie national populiste d'une partie du peuple américain, notamment de ce qu'on appelle les Angry White Male là-bas, l'homme blanc en colère, ou de ce qu'on appelle le Radical Center. Et il y a une partie du Radical Center, enfin du centre radical et du Angry White Male, qui peut établir des ponts et des passerelles avec l'électorat de Bernie Sanders. Notamment Sanders et Trump ont un point commun tous les deux, ils sont absolument hostiles et farouchement opposés au traité de libre-échange, au traité transpacifique et au traité transatlantique. Ils sont tous les deux totalement opposés. Et donc évidemment, c'est un élément majeur et un élément de motivation chez leurs électeurs respectifs. Bon, on va dire que les électeurs de Trump votent peut-être plus pour lui en raison de ses positions sur la question migratoire, et les électeurs de Sanders votent peut-être plus pour lui pour son opposition et son hostilité à Wall Street. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de fils entre les deux, comme je vous disais, de ponts de passerelle, et c'est notamment cette opposition avec ces traités de libre-échange. Transcontinentaux. Et alors, par exemple, la signature du traité, alors à l'heure à laquelle on parle, la signature du traité transpacifique a eu lieu, pas la ratification au niveau des États, mais certaines études ont été faites, et la mise en œuvre, la mise en place du traité transpacifique, si jamais il venait à être ratifié, coûterait l'équivalent de 400 000 emplois aux États-Unis. Donc c'est absolument colossal. Ajoutez à ça la possibilité de la mise en place d'un traité transatlantique, et je vous laisse imaginer en fait le massacre social que ça représente pour le travailleur aux États-Unis. Donc voilà, il est capital pour Soros en fait de faire capoter cette possible alliance, même si le mot n'est pas adéquat, n'est pas le plus approprié, mais en tout cas ce possible vase communicant entre Sanders et Trump dans le cadre d'un duel Trump-Clinton, et notamment au niveau de leur électorat respectif. Voilà. Donc ça c'était pour faire un rebond qui me paraissait assez important sur l'actualité aujourd'hui.
Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est une doctrine onusienne qui est assez peu connue du grand public, mais qui a eu une importance capitale en fait depuis l'effondrement du bloc soviétique, depuis 89, mais qui n'a été on va dire coulé dans le marbre réellement que depuis 2005 au niveau de l'ONU, alors que des textes ont été rédigés et ont permis en fait de donner une justification juridique à cette doctrine. Et cette doctrine onusienne s'appelle la R2P. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez déjà entendu parler de ça. La R2P pour Responsibility to Protect. La responsabilité de protéger. Et en fait, cette doctrine onusienne est totalement inspirée d'une partie des gens qui entourent George Soros, mais pas uniquement. Parce que, en fait, c'est ce que j'avais dit à la radio pour ceux qui ont écouté l'émission sur les ONG et sur Méridien Zéro. Ce que j'ai dit, c'est que parfois, Soros nous cache aussi un certain nombre d'autres personnages qui sont très importants, voire aussi importants que lui, mais qui sont moins médiatiques ou qui s'affichent moins devant les écrans. Et en fait, cette R2P, cette Responsibility to Protect, donc cette doctrine onusienne, est basée sur 3 piliers. Donc je vais vous citer. Le premier pilier, c'est l'État a pour responsabilité première de protéger les populations, d'empêcher les crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité et nettoyage ethnique. Deuxième pilier, la communauté internationale a pour responsabilité d'assister les États dans la réussite de cette mission. Troisième pilier, la communauté internationale doit utiliser les moyens diplomatiques et humanitaires et tout autre moyen pacifique pour protéger les populations de ces crimes. Si un État échoue à protéger ces populations, ou s'avère être le coupable des crimes, la communauté internationale doit être préparée à prendre des mesures fortes, ce qui inclut l'usage collectif de la force à travers le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en fait, vous n'en avez jamais entendu parler, mais vous l'avez vu tous les jours depuis 89, quoi. Enfin, surtout depuis 91. Petite précision, c'est que Soros, sur son site, précise qu'il est partenaire et soutien depuis longtemps de la Cour pénale internationale. Enfin, de l'Open Society. Alors en fait, la R2P, donc la Responsibility to Protect, a une particularité, c'est qu'elle vise, elle tend à se dissocier du droit d'intervenir, ce qu'on appelle, enfin le sigle, l'acronyme c'est IH, pour intervention humanitaire. Et justement, en fait, trois des pairs dont je vais vous parler de cette R2P, en fait, avaient décidé, sachant que notamment après les bombardements sur Belgrade, sur la Serbie en 99, après la guerre en Irak en 2003, le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence, puisque c'était présenté comme un devoir, plus que comme un droit d'ailleurs, le devoir d'ingérence et le droit d'intervenir étaient de plus en plus mal vus et de plus en plus mal considérés dans les opinions publiques occidentales. Il fallait trouver une expression qui permette de faire pièce à ce qu'on appelait right to intervene, donc droit d'intervenir, et donc c'est là qu'ils ont trouvé responsibility to protect. Alors eux visent à expliquer, enfin tentent d'expliquer qu'il y a une vraie différence entre les deux systèmes. Sauf que on se rend compte très régulièrement que la R2P n'est qu'un droit d'intervenir déguisé, un droit d'intervention déguisé. Alors il y a un continuum d'obligations dans les textes qui oblige donc la responsabilité d'empêcher ou de prévenir, comme je le disais, donc en abordant, en nommant la racine des causes d'un conflit antérieur. Alors l'ICISS, alors ça je vais vous en dire un mot, c'est l'International Commission on Intervention and State Sovereignty, donc la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États. Et il y a trois personnages vraiment fondamentaux autour de cette ICISS, qui s'appelle Gareth Evans, qui est un ancien Premier ministre australien dont je vous parlais tout à l'heure, Mohamed Sanoun, qui est un diplomate algérien, et enfin un ancien leader du Parti libéral au Canada, qui s'appelle Michael Ignatieff. Donc ils expliquent donc qu'il y a un continuum d'obligations qui se déroule en 3 temps, la responsabilité d'empêcher ou de prévenir, donc en abordant, comme je vous le disais, ou en nommant la racine des causes d'un conflit antérieur. La deuxième, c'est la responsabilité de réagir,
en répondant aux situations impérieuses avec des mesures appropriées qui peuvent inclure des sanctions, des poursuites ou une intervention militaire. Et enfin, le troisième point, qui ne mange pas de pain, la responsabilité de reconstruire. Donc quand vous avez réussi, vous mettez des guillemets, votre intervention militaire, vous avez l'obligation de reconstruire. Donc en fournissant une pleine assistance pour permettre la guérison du pays. Alors l'expression en anglais exact, je crois que j'ai récupéré le texte sur le site de l'ONU, je crois que c'est recovery. Bon, recovery, ça ressemble aussi un peu à guérison, on peut le traduire par guérison. La guérison du pays, sa reconstruction et alors, la phase de réconciliation. Et donc ce continuum d'obligations peut être vu comme une façon, est un garde-fou, comme je vous disais, comme les fameux 3 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, est un garde-fou pour empêcher prétendument des aventures militaires et guerrières unilatérales. Sauf que, un exemple très emblématique où la R2P a été évoqué, c'est la Libye. Voilà, la Libye le pays, on se comprend, qui était un alibi. Voilà. Donc la Libye est une opération type R2P classique. Obama est un fondu de la R2P, avec un autre personnage, je sais pas, comme mon intervention est peut-être un peu longue, je sais pas si j'aurai trop le temps de vous en parler, mais d'une femme qui s'appelle Samantha Power. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'ambassadrice de l'ONU, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Alors, lors de la conférence sur le Tavistock, je vous avais parlé de son époux, pour ceux qui avaient vu la conférence sur Tavistock, qui s'appelle Cass Sunstein, qui est un professeur de Harvard. C'est lui qui a théorisé ce qu'on appelle le paternalisme libéral et la thèse du nudge, voilà, le coup de pouce. Et son épouse, elle, donc, est ambassadrice des États-Unis à l'ONU, et c'est une fanatique de la R2P, et elle a d'ailleurs contribué en fait avec un ancien entrepreneur qui s'appelle Gregory C. Carr à fonder un centre qui s'appelle le Centre Carr, et elle a fondé ça à l'époque, notamment je crois avec Rafik Hariri, le richissime milliardaire libanais qui a perdu la vie dans des circonstances troublantes. Voilà. La R2P, donc, évidemment, a pour but, comme je vous le disais, d'habiller, de se draper dans une forme de vertu qui aurait disparu depuis les interventions occidentales, en fait, qui ont suivi l'effondrement du bloc soviétique. Et comme je vous disais, en fait, dans les faits, ça a été évoqué en Libye, et dans une opération moins connue, en tout cas à l'échelle internationale, dont on se rappelle un peu moins maintenant, mais nous en France, elle devrait quand même nous faire écho, c'est la Côte d'Ivoire. Le renversement de Gbagbo, et notamment son envoi vers la Cour pénale internationale, est caché par la R2P. C'est-à-dire que la France, qui officiellement intervenait, mais de façon plus ou moins officieuse, etc., en fait avait fait intervenir la force Licorne pour aller déloger Laurent Gbagbo au profit du sympathique candidat du FMI Alassane Ouattara. Marié à Neuilly par Sarkozy. Voilà, marié à Neuilly par Sarkozy. Sur Ouattara, il faut savoir qu'aussi il est bien pote avec Soros. J'étais tombé sur un article, quand Ouattara allait voir Soros aux États-Unis, c'était Ouattara est reçu par George Soros. C'est-à-dire que c'est le président d'un pays qui est reçu par un mec qui est président de rien du tout. De la hiérarchie. Voilà. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est juste on pourrait qualifier ça comme ça, c'est une manœuvre habile qui consiste, en fait, à masquer le droit d'intervention, le devoir d'ingérence, qui, comme je vous le disais, n'avait plus l'assentiment d'une grande partie des populations occidentales. Donc il a fallu masquer ça, cacher ça par cette espèce de rhétorique, cette phraséologie autour de la responsabilité pour protéger. Et alors je vais vous citer Gareth Evans, donc, qui est un des pères de cette R2P, donc, qui est, comme je vous le disais, ancien Premier ministre d'Australie. Il a été membre de l'International Crisis Group. Voilà. C'est très endogame, tout ça. C'est très très endogame. Il y a aussi Ghassan Salamé, vous le savez, le père de Léa. Ouais, voilà.
Le journaliste qui est pas au Un chômage. journaliste qui n'est pas au chômage. Et donc, alors, Gareth Evans, donc, a lui-même été un auteur d'un ouvrage sur la R2P. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on lui demande de la définir, il a une formule qui est assez amusante que je vais essayer de vous retrouver. Si je remets la main dessus. Voilà. La R2P se définit d'elle-même. Très bien. Pourquoi pas. Et les crimes commis et les crimes mis en cause, y compris le nettoyage ethnique, sont tous intrinsèquement révoltants et par leur nature même d'une gravité qui exige une réponse. Il est réellement impossible de parler ici de chiffres précis pour déclencher une R2P. Evans souligne parfois que des chiffres minimes peuvent suffire. Nous nous souvenons très clairement de Srebrenica. Alors pour Srebrenica, pour ceux qui veulent s'approcher un peu plus de la vérité et sortir du média mensonge, je les renvoie aux travaux de John Lowland, pour ceux qui connaissent, donc sur les médias mensonges de Srebrenica. Et ensuite, en plus, il justifie également les R2P, donc même si, comme je vous le disais, la R2P, je veux dire, ses statuts juridiques au sein de l'ONU datent plutôt de 2005, mais en fait, dans les têtes, elle était déjà là dès 99. Il se base sur le faux charnier de Ratchak, qui a eu lieu au Kosovo, pour expliquer donc les bombardements qui ont eu lieu sur la Serbie. Et alors, petite chose intéressante, c'est que ce personnage, Gareth Evans, donc, avait des liens avec les dirigeants indonésiens, au moment en fait où l'Indonésie a envahi et a occupé le Timor oriental et a fait plus de 200 000 victimes. Je crois que c'est pratiquement un quart de la population qui y est passée. Donc pour mettre la main, là aussi, c'était sur les énergies fossiles qui étaient présentes au Timor. Et Gareth Evans avait donc des rapports très courtois à l'époque, avec une partie des gens qui vivaient donc en Indonésie, enfin des dirigeants indonésiens de l'époque. Voilà. Alors je vais quand même vous donner certaines citations de personnages pro-R2P. Donc il y a Anne-Marie Slaughter de l'université de Princeton qui nous explique donc la R2P est le plus important bouleversement dans notre conception de la souveraineté depuis le traité de Westphalie en 1648. Ok. Alors on a ensuite Louise Arbour de l'International Crisis Group. La R2P est la doctrine la plus importante et la plus imaginative, sans déconner, qui est émergée sur la scène internationale depuis des décennies. Alors on a quand même des gens qui visiblement ont conservé un minimum d'esprit critique et n'ont pas sombré dans la démence. C'est Vitaly Chourkine et Li Baodong, en fait, qui étaient les ambassadeurs respectifs de la Russie et de la Chine à l'ONU, notamment pendant la crise syrienne. Parce qu'on a voulu évoquer aussi la R2P pour la crise syrienne, mais les vétos chinois et russes l'ont empêché. Alors, en fait, les Russes et Chinois contestent une grande partie de la logique de la R2P au nom de la défense du principe de la souveraineté, évidemment, de l'intégrité territoriale et surtout de la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est-à-dire pour empêcher finalement une forme d'anarchie internationale, tout simplement. Et d'assister, de continuer à assister aux drames auxquels les drames auxquels on a pu être témoin ces dernières années, que ce soit en Libye, en Côte d'Ivoire comme je le disais, et dans d'autres pays où la R2P a été évoquée, où l'esprit de la R2P, on va dire, où la philosophie de la R2P flottait. Voilà. Alors, comme ces gens quand même sont des petits malins, l'ICISS dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette fameuse conférence internationale donc, sur les interventions et la souveraineté des États, explique que l'intervention militaire doit être une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Et ils expliquent qu'elle doit remplir systématiquement 5 critères pour pouvoir être déclenchée. Enfin, pour que cette intervention militaire soit déclenchée, il faut qu'elle remplisse systématiquement 5 faits. Donc une cause juste, un danger sérieux et irréparable pour des êtres humains. Pour l'anecdote, tiens d'ailleurs, Just Cause, c'était le nom de l'opération que les Américains ont menée contre le Panama en 89 pour renverser Noriega. Et en fait, au même moment où les caméras du monde entier filmaient le faux charnier de Timișoara en Roumanie, donc pour montrer le vampire Ceausescu, les Américains étaient réellement en train de bombarder des quartiers de Panama City où il y a eu des milliers de victimes. Et l'opération avait été appelée Juste Cause à l'époque.
Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, l'intention doit être noble. D'accord ? L'action militaire est là pour empêcher des souffrances humaines. Bon, très bien. Troisième point, ça doit être le dernier recours, mais il y a un gros bémol quand même, hein, et celui-là il change tout. Il suffit qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que seule l'action militaire puisse éviter une tragédie. Oui, donc ça rend tout le reste nul et non avenu finalement. Alors, quatrième point des perspectives raisonnables, il faut s'assurer que l'intervention militaire n'aura pas des conséquences qui s'avéreront encore pires que l'attentisme. Confère la Libye. Enfin, l'autorité du droit. Il faut avoir le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Ouais. Alors malheureusement, ça a été le cas pour la Libye, puisqu'il n'y a eu qu'une abstention, je crois que c'était les Russes et les Chinois qui s'étaient abstenus. Alors, à leur décharge, à la base, c'était une no-fly zone qui avait été votée à l'ONU, c'est-à-dire un corridor aérien de protection. Sauf que ça s'est transformé évidemment en couloir de bombardement. Voilà, ni plus ni moins. En fait, Benghazi, et la fameuse phrase qui a coûté si cher à Kadhafi, je vais faire couler des rivières de sang, etc. D'ailleurs, on ne sait pas si cette sortie sera apocryphe ou pas, d'ailleurs, à vérifier, mais apparemment il l'aurait quand même prononcé. C'était tout simplement pour récupérer les armes qui avaient été volées par un certain nombre de djihadistes dans la région, c'était la Cyrénaïque, je crois. C'est en Cyrénaïque, Benghazi, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, il était question d'aller notamment remettre la main sur Benghazi, mais surtout de récupérer les munitions et l'armement qui avait été piqué dans un certain nombre de dépôts. C'était ça à la base. Et donc ça a été transformé par le mainstream occidental en une opération de tuerie de masse se prépare, il faut absolument intervenir et il faut déclencher la R2P. La communauté internationale aujourd'hui, me semble-t-il, a le pouvoir, et c'est ce que lui demande le gouvernement provisoire de Benghazi, d'aider à mettre hors d'état de nuire l'aviation de Kadhafi. Il a des chasseurs qui peuvent, à partir de la base de Sirte, venir mitrailler la foule qui se réunit tous les jours, qui tient la corniche de Benghazi. Ça, c'est sur la R2P. Et donc, comme je vous disais, il y a un certain nombre de personnages qui se réfèrent tous à ça. Gareth Evans, dont je vous ai parlé, donc, qui est évidemment, lui, un personnage fabuleux, comme on a pu le voir en Indonésie au moment de l'invasion du Timor oriental. Et certains ont quand même la bonne idée de faire remarquer que c'est bizarre, mais la R2P, elle n'est pas signalée tout le temps. Et alors, il y a un activiste qui s'appelle Anthony Loewenstein, qui a la bonne idée de condamner cette éthique à géométrie variable, et il dit « Nous n'entendons jamais les partisans de la R2P pousser une intervention militaire à Gaza pour protéger les Palestiniens des missiles israéliens. » Alors, le personnage est un peu taquin, hein. Moi je trouve que c'est quand même très malvenu de faire une comparaison comme ça qui n'a pas lieu d'être, puisque comme chacun sait, Israël est la plus grande démocratie de la région et la seule. Hein. Soros a quand même dit que c'était pas une société ouverte et que c'est pour ça qu'il ne voulait pas y investir. Oui. Faut pas y investir. Alors ça, il fait partie de ces personnages qui, en fait, n'aiment pas certains aspects d'Israël, qui, pour des patriotes d'à peu près partout, pourraient être à peu près les seuls éléments qu'on pourrait défendre chez Israël. Il y a un autre philosophe dans le même genre, Guy Sormont, qui n'aime pas aussi Israël, parce qu'Israël a une armée, Israël a des frontières, enfin Israël est un État, Israël a une assemblée, donc ça lui plaît pas. Donc bon, ça, des choses que les gens qui sont dans cette salle, nous, on respecte. Bon, voilà, bon, ça, c'est les éléments que ces gens-là n'aiment pas chez Israël. Nous, c'en est d'autres, mais bon, visiblement, c'est ça qui les dérange. Donc, pour la R2P, comme vous le voyez, en fait, on retrouve bien toute la logique sorosienne, en fait, du devoir d'ingérence. Alors, Soros a l'habitude, lui, de se présenter comme un adepte du soft power. C'est-à-dire soit de l'infoguerre ou de la guerre subversive, c'est comme des gens comme Gene Sharp, etc. Mais si par moment un petit coup de pouce militaire est nécessaire, ne nous privons pas. Et alors des gens comme Gareth Evans ou cet autre personnage là, Mikhail Ignatieff, donc du Parti libéral du Canada, eux ont un peu moins d'hésitation devant caméra en disant oui, effectivement, si c'est nécessaire, si c'est pour le bien commun, si c'est pour la démocratie, la défense des droits de l'homme, n'hésitons pas un instant.
Voilà. Bon, Soros, lui, comme je disais, est plutôt dans la logique autour d'un des pères en fait fondateurs du soft power, qui est Joseph Nye. Il se réfère plutôt à Joseph Nye en fait pour mettre en place ces systèmes de regime change, changement de régime, parce que c'est l'expression qu'ils utilisent, regime change. Donc évidemment, la R2P est, on va dire, le rejeton monstrueux de l'intervention humanitaire post-guerre d'Irak 2003. Que je dis, le wilsonisme botté en fait de W. Bush et de Cheney en 2003 avait tellement révulsé les populations qu'il fallait absolument trouver un système pour rendre des interventions militaires futures acceptables acceptables pour une partie de la population. Et donc on reprenait plutôt le modèle qui avait plutôt bien fonctionné avec le bombardement de la Serbie pour protéger les populations albanophones du Kosovo pour les opérations futures, comme je vous disais, notamment pour la Côte d'Ivoire. Puis alors évidemment l'opération R2P par excellence, comme je vous disais, la Libye. Voilà. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est un peu dans la même logique. C'est une doctrine, alors là aussi, qui en fait est très importante en fait dans les cercles oligarchiques, dans certains cénacles atlantistes, qui s'appelle la doctrine du nouveau libéral impérialisme. Je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu. Non. En fait, bon, il y a quelques figures un peu emblématiques autour de ce nouveau libéral impérialisme, ce nouvel libéral impérialisme. C'est des gens comme Barroso, donc l'ancien président de la Commission européenne, un ancien dirigeant italien qui s'appelle Giuliano Amato. On a un personnage qui est très important dont je vais vous parler, je vais vous lire certaines de ses citations, de ses déclarations, qui s'appelle Robert Cooper, qui est un ancien diplomate, il a une soixantaine d'années. C'est un ancien diplomate de carrière anglais, il a travaillé pour la Banque d'Angleterre. Et il s'est glissé en fait aux commandes de la politique étrangère et militaire de l'Union européenne en occupant à partir de 2002 le poste de conseiller principal de Javier Solana. Il a été le haut représentant pour la politique, qui était le haut représentant pour les politiques étrangères et de sécurité commune, le fameux PESC. Et donc ce Robert Cooper, avec un autre personnage donc, qui s'appelle Jan Zielonka, qui est un académicien d'Oxford, tous ces personnages en fait ont théorisé ce qu'ils appellent le nouveau libéral impérialisme. Et alors qu'est-ce que c'est que ce libéral impérialisme ? C'est une thèse en fait qui consiste à dire, là encore, que l'ordre issu de Westphalie est caduc. Il est obsolète, il est nul et non avenu aujourd'hui, et il faut aller outre. Il faut le transcender, il faut le transfigurer. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre de Westphalie ? Pour faire simple, c'est l'État-nation devient le fondement exclusif du droit international, c'est l'intangibilité des frontières, au nom du principe justement de souveraineté nationale, le tout éclairé par le principe helléno-chrétien de l'agapé, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la vengeance, mais dans le pardon mutuel quand une guerre se termine, et on se débarrasse, on évite le remboursement de dettes illégitimes. Et enfin le quatrième point, très souvent, c'est refonder une structure financière internationale accompagnée d'annulation de dettes souveraines, ou au moins une restructuration, voire une répudiation. Cette doctrine du libéral impérialisme va en finir avec ces principes westphaliens en fait. Alors pour Cooper, donc qui est le principal personnage en fait de ce théoricien de ce libéral impérialisme, pour lui 89 marque la fin d'un système d'État datant de la guerre de 30 ans. Au début de l'humanité, dit-il, l'ordre international était garanti par l'hégémonie d'une puissance, c'est-à-dire un système impérial garantissant l'ordre et la loi, s'opposant aux barbares et le chaos. Jugeant les empires trop statiques, l'Europe inventa ensuite des petits États. La compétition entre ces États fut source de progrès, bien que le système fût constamment menacé de voir s'installer l'hégémonie du plus fort des États modernes. D'abord l'Espagne, ensuite la France et enfin l'Allemagne. Cooper fait l'impasse, alors ça c'est le journaliste qui s'appelle Karel Verheugen qui fait ce commentaire. Cooper fait l'impasse sur la réalité historique de la révolution que fut le traité donc, de Westphalie en 1648, mettant fin à la guerre de 30 ans, en particulier grâce à l'action du cardinal Mazarin. Mais
Cooper en fait est un obsédé de la lutte contre l'État-nation. Il explique donc il a écrit un article dans la revue mensuelle qui s'appelle Prospect, ça date d'octobre 2001, donc c'était quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Il écrit un article qui s'appelle Le Prochain Empire. Il explique que toutes les conditions sont réunies pour un nouvel impérialisme. Car selon lui, l'État-nation est une invention récente, et la non-existence d'un empire est historiquement sans précédent, ce qui pose la question de la durabilité de cet État. Il y a des raisons théoriques et pratiques pour penser que ce n'est pas le cas. Cooper déballe ensuite sa conception de l'Europe, et il est fondé... et il précise, le rêve d'un État européen est une relique d'un autre âge. Il est fondé sur l'idée que les États-nations sont fondamentalement dangereux et que la seule façon de mater l'anarchie des nations, c'est d'imposer une hégémonie sur l'ensemble. Cependant, si l'État-nation est un problème, un super-État n'est certainement pas la solution. Alors lui, ce qu'il propose, c'est ce qu'il appelle l'État postmoderne. Et l'État postmoderne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Union européenne. C'est comme ça qu'il le présente. Alors l'Union européenne est devenue un système hautement développé d'interférences mutuelles. Alors en fait, tout est là. C'est dans cette logique d'interférence mutuelle. L'Union européenne est devenue un système hautement développé d'interférence mutuelle dans les affaires domestiques des uns et des autres, jusqu'au niveau du type de bière et de saucisse. Le traité constitutionnel qui obligera les États membres, alors ça c'était à l'époque, donc c'était avant le traité de Lisbonne, qui obligera les États membres d'indiquer l'emplacement de leurs armes lourdes et autoriser leur inspection, soumet aux contraintes internationales des domaines qui sont au cœur même de la souveraineté. Il est important de rendre compte de quelle révolution extraordinaire il s'agit. C'est le reflet de l'âge nucléaire où, pour se défendre, il fallait être prêt à se détruire. Les intérêts partagés des pays européens dans l'évitement d'une catastrophe nucléaire se sont montrés suffisants pour surmonter une logique stratégique normale de méfiance. La vulnérabilité mutuelle est devenue la transparence mutuelle. Et il précise que ce qui caractérise le monde postmoderne et l'État postmoderne, c'est la disparition de la séparation entre affaires domestiques et étrangères, l'interférence mutuelle dans les affaires domestiques traditionnelles et la surveillance mutuelle, le rejet de la force comme moyen de résoudre les conflits et la codification de règles de comportement auto-imposées, une absence croissante de la raison d'être des frontières qui résulte aussi bien du rôle changeant de l'État que de l'existence des missiles, des voitures et des satellites, la sécurité fondée sur la transparence, l'ouverture mutuelle et l'interdépendance, et la vulnérabilité mutuelle. Donc en fait, vous voyez, on est dans une logique évidemment postmoderne. Cooper, en fait, tente de nous expliquer que les États-nations doivent être dépassés, puisqu'ils ne répondent plus aux logiques actuelles, et que ce principe d'interférence mutuelle est donc le plus efficace, et sera le plus efficient pour faire face aux menaces futures ou aux dangers futurs, voire à l'ensemble des défis. Mais, par moment, Cooper a des petites bouffées comme ça, et il nous explique quand même que la Terre étant couverte encore d'états prémodernes, ce qu'il appelle lui des états prémodernes, il explique notamment la Somalie et l'Afghanistan sont des états prémodernes, du fait de leur absence de structure, d'institutions, etc. Et il explique: nous avons besoin d'une nouvelle sorte d'impérialisme, un impérialisme acceptable pour le monde des droits de l'homme et des valeurs cosmopolites. Il doit être capable de nous apporter l'ordre et l'organisation, mais qui reste fondé sur un principe volontaire. Donc c'est-à-dire que sa logique de non-intervention, par exemple, sur le plan militaire, ne vaut pas lorsqu'il s'agit d'états prémodernes, qu'il qualifie d'états prémodernes. Et évidemment, comme je vous l'ai expliqué, du principe de l'interférence mutuelle et de ce sentiment qui doit être développé de vulnérabilité mutuelle, tout doit être interconnecté, interdépendant et interchangeable. Une société ouverte. Une société ouverte. Une société purement ouverte. Alors il explique que pour réussir ce défi, donc, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'organisations, notamment pour aider les États prémodernes, où là on rentre, alors pour aider les États prémodernes, on rentre dans la vieille logique impériale telle qu'elle était assumée avant, par exemple par les Britanniques au XIXe siècle. Hein, voilà. Donc là il explique qu'il faut s'appuyer sur le FMI, l'ONU, l'OSCE, enfin voilà, tout un ensemble en gros d'organisations internationales et mondialistes qui permettront de faire sortir de l'âge de pierre
ces États-là et en fait de leur montrer le chemin radieux de l'État postmoderne comme nous on peut le connaître aujourd'hui avec l'Union européenne. Elle explique que l'UE postmoderne offre, alors ça c'est encore une citation, offre une vision d'un empire coopératif, une liberté et sécurité commune sans la domination ethnique et l'absolutisme centralisateur dont souffraient les empires du passé, mais aussi sans l'exclusivité ethnique qui est la marque de l'État-nation. Inapproprié dans une région sans frontières et inapplicable dans une région telle que les Balkans par exemple. Un empire coopératif peut être le cadre politique qui convient le mieux à la substance altérée de l'État postmoderne. Voilà. Donc ça c'est les visions de ce brave monsieur qui est Robert Cooper. Et il est suivi donc par des gens aussi célèbres que Tony Blair, qui expliquait que les attentats du 11 septembre avaient cristallisé ses doutes sur la sagesse du traité de Westphalie de 1648. Donc voilà, ça avait cristallisé ses doutes. Et on a des gens comme Solana, donc je vous disais, avec lequel il a travaillé et qu'il a collaboré de façon étroite. Solana nous explique humanité et démocratie sont deux principes qui ne sont pas pris en compte par leur westphalien initial. Tiens donc. Alors comme je vous disais, quand même, un des principes fondateurs, même s'il n'est pas écrit du traité de Westphalie, c'est le principe helléno-chrétien d'Agapé, de l'Agapé, qui justement met ça au cœur, enfin met ça au centre du principe et de l'idée. Enfin, la souveraineté finalement est le principe des principes qui recouvre tous les autres, il les surplombe finalement. Et donc Solana lui écrivait qu'humanité et démocratie, donc comme je vous disais, sont deux principes qui ne sont pas pris en compte dans leur westphalien initial, en ajoutant que le système de Westphalie avait ses limites, parce que le principe de la souveraineté parce qu'avec le principe de la souveraineté est venue la rivalité entre États et non leur communauté, l'exclusion et non l'intégration. C'est vrai qu'on voit absolument pas de tension aujourd'hui dans un État postmoderne comme l'Union européenne, entre Grecs et Allemands par exemple. Il n'y a absolument pas de tension, ça se voit, ou entre les pays du groupe de Visegrad et l'Allemagne, ou entre une partie de l'Europe scandinave et une partie de l'Europe du Sud. C'est vrai qu'on voit absolument pas de tension grâce à cet État postmoderne qu'est l'Union européenne. C'est pour reprendre Soros, ni sur la répartition des migrants d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors il y a un autre personnage qu'on peut évoquer brièvement aussi, qui est d'ailleurs qui appartient à ce petit groupe. Et alors là, c'est là que vous allez voir le pont donc avec George Soros. Au-delà des idées, hein, évidemment, qui sont évidentes, il y a quand même une parenté, une logique philosophique qui est commune à tous ces gens-là. C'est que ces gens sont notamment un personnage qui s'appelle Mark Leonard, qui est un proche de Cooper. Et Mark Leonard explique, lui il propose ce qu'il appelle l'eurosphère. Et alors l'eurosphère, en fait, ne regroupe pas que l'Europe géographique, elle regroupe également une partie du Maghreb, une partie de l'Afrique subsaharienne, bon évidemment l'Europe de l'Est, et en fait, alors je vais essayer de vous retrouver ça. Et la Turquie. Je crois que la Turquie est incluse, ouais. Il explique que cette eurosphère aura pour logique. Il y a quelques. Ah oui, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Mark Leonard, donc, qui est un proche de Cooper, est membre d'un groupe qui s'appelle l'ECFR, donc pour European Council on Foreign Relations, donc qui est basé sur l'esprit du CFR américain, et dont Soros est un des fondateurs. Voilà. Donc ces gens sont des proches, au moins, je dis intellectuellement, de Soros. C'est un des fondateurs et c'est même lui qui a lancé l'idée. Voilà, qui a lancé l'idée. C'est un des principaux lobbies bruxellois. Donc je vous livre la conclusion d'un article de Mark Leonard. Il y a quelques 500 ans, les Européens ont inventé la forme la plus efficace d'organisation politique de l'histoire, l'État-nation. Bon. Les pays se trouvaient devant un choix difficile. Devenir un État-nation ou être pris sous la domination d'un autre État-nation. Il y a 50 ans, les Européens ont réinventé ce modèle et vers la fin du siècle, les gens se trouveront de nouveau devant un choix difficile. Joindre l'UE ou créer son propre club régional de pays partageant les mêmes principes de la paix, de l'interférence mutuelle, une nouvelle fois, et du respect de la loi. Cet effet de domino au niveau régional redéfinit le sens du pouvoir. Au fur et à mesure que ce processus se développe,
Je pense que le 21e siècle sera vu comme un nouveau siècle européen. Alors il a écrit un article, enfin je crois que c'était un article qui s'appelle Pour un nouveau siècle européen, qui visait justement à répondre au Project for a New American Century des néoconservateurs US. Voilà, donc au fur et à mesure que ce processus se développe, je pense que le 21e siècle sera vu comme un nouveau siècle européen. Non parce que l'UE contrôlera le monde, mais parce que la façon européenne, donc la leur, pas la nôtre, mais parce que la façon européenne de faire les choses deviendra la façon de faire de la Terre entière. Voilà. Et je vais en terminer là.